Dimanche 18 septembre, il est 13h, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour, bienvenue dans votre journal. Le président Alassane Ouattara s'est rendu à New York, aux États-Unis, pour prendre part à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Mercredi, le chef de l'État prononcera une importante allocution à la tribune, puis il aura un entretien avec Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies. Avant ce voyage aux États-Unis, le chef de l'État, qui était en visite officielle au Vatican en Italie, a pu échanger hier samedi avec Sa Sainteté le pape François. Les échanges ont essentiellement porté sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. On part au Vatican dans moins de 5 minutes. L'actualité internationale nous conduira au Sénégal, où un nouveau gouvernement a été formé hier samedi dans la soirée après la nomination du nouveau Premier ministre Amadou Ba. Une équipe de 38 ministres présentée comme un gouvernement de combat avec une continuité et des surprises à suivre dans une demi-heure. L'école de la deuxième chance, l'Académie des talents ou la nouvelle loi de l'orientation. Voilà quelques innovations en cours au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Des innovations pour le grand bonheur des apprenants. Et cette nouvelle vision du ministère, nous avons voulu en savoir plus. Alors nous avons décidé d'inviter un acteur clé de ces grands chantiers sur notre plateau. Ce sera donc dans le cadre du magazine du dimanche. Ce sera dans une trentaine de minutes. Il s'agit de M. Victor Sénikwakou Kwame, l'inspecteur général, coordonnateur général au ministère. Bonjour M. Sénikwakou. Bonjour M. Dabi. Bienvenue dans notre magnifique studio. Merci beaucoup. D'accord. Dites-nous déjà, c'est quoi le rôle d'un inspecteur coordonnateur général? Nous sommes en matière d'éducation-formation et nous avons plusieurs disciplines ou spécialités. Chaque discipline ou spécialité a des inspecteurs. Chez nous, on a des inspecteurs en mécanique, en électricité, en mathématiques, en anglais, en génie civil et que sais-je encore. Mon rôle, c'est de coordonner l'activité de l'ensemble de ces inspecteurs, d'où le nom d'inspecteur général, coordonnateur général. Sinon, à l'origine, vous êtes inspecteur général en mécanique. Je suis inspecteur général en mécanique. Merci. À tout à l'heure, dans 30 minutes. Le président Alassane Ouattara est arrivé à New York, aux États-Unis d'Amérique, pour la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Vous le voyez là en image. Au cours de cette session, le chef de l'État prononcera une allocution à la tribune des Nations unies mercredi prochain, allocution dans laquelle il présentera la vision de la Côte d'Ivoire sur la situation dans le monde et l'engagement de notre pays en faveur de thématiques telles que la sécurité internationale, les droits de l'homme et les changements climatiques. Le président de la République aura également un entretien avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. C'est donc cela. Le président Alassane Ouattara va participer à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, une session marquée par un débat général qui se tiendra du 20 au 26 septembre prochain. Awa Touré nous en donne quelques précisions. Elle est sur place à New York pour RTI. La 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies a débuté au siège de l'organisation à New York le 13 septembre 2022, après 2 ans de perturbation du calendrier onusien provoquée par la pandémie de Covid-19. Le thème retenu cette année, un tournant décisif, des solutions transformatrices face à des défis intriqués. Ainsi, du 19 au 26 septembre, une semaine de haut niveau va réunir les chefs d'État et de gouvernement, au rang desquels le président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion pour ses dirigeants de présenter leurs priorités et d'échanger sur les grands enjeux du moment. C'est dans ce cadre que le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, va prononcer le mercredi 21 septembre une allocution à la tribune des Nations unies dans laquelle il va partager la vision de la Côte d'Ivoire sur la situation du monde et son engagement en faveur notamment de la sécurité internationale, les droits de l'homme, les changements climatiques et l'accès à l'éducation.
L'éducation qui, justement, est au centre d'un sommet en vue de mobiliser les décideurs et responsables politiques et concevoir une plateforme d'initiatives qui peuvent contribuer à transformer cet important secteur. Un autre événement marquant la Semaine des objectifs mondiaux impliquant les partenaires de la société civile, des entreprises, des universités et le système des Nations Unies pour recentrer l'attention et accélérer l'action des objectifs du développement durable de l'agenda 2030 de l'ONU. Cet événement inclut la Semaine du climat de New York, le Forum du secteur privé des Nations Unies et le lancement du projet d'action climatique. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le président de la République, Alassane Ouattara, va prendre part à la 7e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, placé sous la présidence du président américain Joe Biden. Et c'est du Vatican, en Italie, que le chef de l'État s'est rendu aux États-Unis. Il y était en visite officielle, visite au cours de laquelle le président Alassane Ouattara s'est entretenu hier samedi 17 septembre avec sa sainteté, le pape François. Les échanges ont porté sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège, ainsi que sur plusieurs sujets d'intérêt. Le Vatican se samedi, en fin de matinée, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, y est reçu avec à ses côtés la première dame Dominique Ouattara par le pape François dans le cadre de sa visite officielle. Le chef de l'État ivoirien et sa sainteté le pape vont échanger pour évoquer plusieurs sujets d'intérêt commun, et cela en vue du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. L'autre temps fort de la présence du président Alassane Ouattara au Vatican est marqué par les échanges de présents. Au nombre des cadeaux offerts au pape par la partie ivoirienne, un tableau qui symbolise la culture ivoirienne dans toute sa diversité. Le président Alassane Ouattara, entouré des membres de sa délégation, reçoit à son tour des documents de prière sur la paix et la fraternité humaine dans le monde. Après l'étape du Vatican, le président de la République, Alassane Ouattara, est allé à la rencontre du président de la République italienne, Sergio Mattarella. Une rencontre marquée par un déjeuner de travail entre les deux délégations. C'était un récit de Jérôme Kofi Abola. Un autre temps fort de cette visite du président Alassane Ouattara au Vatican a été l'entretien qu'il a eu avec le professeur Andrea Riccardi, le fondateur de la communauté Sant'Egidio. Il était question de l'activité de cette communauté chrétienne en Côte d'Ivoire. On retrouve donc Jérôme Kofi Abola pour le point. Au cours de sa visite officielle au Vatican, à Rome, le président Alassane Ouattara a reçu ce vendredi le professeur Andrea Riccardi. Celui-ci, à la tête d'une délégation, a échangé avec le chef de l'État ivoirien sur les activités sociales et internationales de la communauté Sant'Egidio, dont il est le fondateur. Sant'Egidio est présente en Côte d'Ivoire depuis des dizaines d'années, et donc plus de 30 ans d'ailleurs, et donc on a parlé de notre activité sociale et internationale. Du point de vue social, surtout le travail avec les jeunes et les enfants plus fragiles, et dans la réinsertion scolaire, et ça c'est tout un programme qui va continuer. Du point de vue international, les activités de la paix que la communauté déroule en Afrique en général, et en particulier dans la sous-région. On a parlé beaucoup de l'instabilité de la sous-région, le Sahel, etc., et de l'action que Sant'Egidio mène pour les médiations et le dialogue. En particulier, j'ajoute pour terminer, il y a un aspect de dialogue interreligieux très important que le président a souligné et sur lequel nous allons travailler. Sant'Egidio est une communauté chrétienne née en 1968. Devenue par la suite un réseau de communautés, elle mène des missions dans plus de 70 pays à travers le monde. Les activités de Sant'Egidio en faveur de la paix, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans le monde, lui ont valu plusieurs distinctions, parmi lesquelles le prix UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix en 1999.
On reste encore un moment au Vatican. Le président de la République a également effectué une visite au siège du patronat italien où se tenait un forum économique entre 200 entreprises italiennes et une centaine de représentants d'entreprises ivoiriennes. Une mobilisation saluée par le chef de l'État qui a exhorté les hommes d'affaires italiens à venir investir en Côte d'Ivoire, souhaitant donc que ce forum débouche sur des résultats concrets. Le témoignage de Mahama Traoré. Opération séduction de l'exécutif ivoirien au siège du patronat italien. En chef de file, le président de la République de Côte d'Ivoire rencontre la Confindustria, la Confédération générale des entreprises italiennes. À ses côtés, le Premier ministre Patrick Achi, plusieurs membres du gouvernement et une centaine de chefs d'entreprise ivoiriens. Cette délégation de haut niveau se donne pour mission de convaincre les 200 entreprises italiennes présentes à ce forum d'affaires à venir investir en Côte d'Ivoire. Bien malgré leurs 60 ans de relations d'amitié et de coopération célébrées l'an dernier et leur potentialité, le président Alassane Ouattara constate un faible niveau d'échanges commerciaux entre l'Italie et la Côte d'Ivoire. L'Italie et la Côte d'Ivoire ont choisi de tisser une histoire diplomatique faite de respect, de liberté et de fraternité. Face à cette histoire longue, toujours positive, nos échanges commerciaux, notamment agricoles et industriels, recèlent encore d'innombrables opportunités non exploitées. Bien que de nombreuses entreprises italiennes soient déjà présentes en Côte d'Ivoire dans de nombreux secteurs, dont celui de l'agroalimentaire, de l'agro-industrie, la construction, le transport, le bois et plus récemment l'énergie, avec l'importante découverte réalisée par Eni. Nous pensons que le contexte mondial aujourd'hui nous offre l'occasion d'être encore plus ambitieux. Le volume de nos échanges est proche de 500 millions d'euros par an en moyenne, n'est donc ni à la hauteur de la qualité intrinsèque et spontanée de nos relations, ni de l'extraordinaire champ de potentialité que recèlent nos deux pays. Au regard du contexte économique mondial actuel, Alassane Ouattara milite pour des partenariats d'affaires entre entrepreneurs ivoiriens et italiens. La Côte d'Ivoire est membre de l'UMOA et de la CEDEAO. Comme vous le savez, l'UMOA compte à peu près 100 millions d'habitants. Au niveau des échanges et du PIB, la Côte d'Ivoire représente à peu près 40% de cet ensemble. Et au niveau de la CEDEAO, vous le savez, nous avons 15 pays, dont le Nigeria, le Ghana, le Sénégal et d'autres partenaires. Et je sais que l'Italie représente la deuxième économie manufacturière d'Europe, la 8e mondiale, et celle ayant enregistré le plus grand nombre de PME exportatrices au monde en 2021, avec un total de 230 000 entreprises. Dans cette perspective, je ne peux que le féliciter. De nombreuses missions de prospection économique effectuées par les femmes et les hommes d'affaires italiens en Côte d'Ivoire, ainsi que de la signature de plusieurs protocoles d'accord à l'occasion de ce forum. Il sera donc capital de s'assurer ensemble que de leur évolution d'intention d'investissement. Je souhaite vraiment que ce forum puisse se transformer en visite en Côte d'Ivoire pour investir concrètement. Dans son adresse, le chef de l'État n'a pas manqué de relever la récente découverte par l'entreprise italienne Eni de gisements de pétrole et de gaz dans le bassin sédimentaire ivoirien. Un exemple de confiance en l'économie ivoirienne que le président Alassane Ouattara invite les patrons italiens à imiter.
Voilà, on décolle de l'Italie, direction la Côte d'Ivoire. La destination précise, c'est Kong, au nord-est du pays. Et même si on ne pourra pas y atterrir directement cette fois, cela sera possible dans les prochaines semaines. C'est en cours. Kong aura son aéroport et les travaux avancent bien. Le président du conseil régional du Tchologo et le ministre des Transports sont allés voir le chantier. Kader Sogodogo les y a accompagnés. C'est en compagnie du ministre des Transports, Amadou Koné, que le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, arrive sur le chantier de l'aéroport de Kong. Une infrastructure aux caractéristiques adaptées pour assurer des plans de vol corrects. Le maître d'œuvre est le Bénet. Il y a une piste qui sera construite, une longueur de 1,9 km et de 30 mètres de large. En dehors de la piste elle-même qui sera construite, il y aura bien entendu également une aire de parking pour les avions avec un aérogare et bien entendu des voies d'accès à cet aéroport. Démarré en avril dernier, le constructeur rassure quant au délai d'1 an pour rendre cet aéroport disponible. Les difficultés, pour le moment, c'est en dehors des déblais rochers que nous avons, qui est vraiment important et qui n'était pas du tout prévu. Mais nous sommes en train de surmonter cet obstacle-là. Nous avons pris les dispositions, les forêts sont sur place. Nous avons fait venir les explosifs civils pour pouvoir dynamiter. Les délais seront respectés sans problème. Un aéroport qui aura une mission bien spécifique. Vous connaissez la situation globale dans la région. Vous connaissez également le rôle important joué par la Côte d'Ivoire en termes de stabilité dans l'ensemble de la région. À la demande donc, de l'armée qu'il fallait donc une base logistique aérienne avancée. Et les études qui ont été faites donc, montrent que c'est dans cette zone que cet aéroport devrait être fait. Nous ne sommes pas très loin du parc de la Comoué, nous ne sommes pas très loin des zones opérationnelles de l'armée. L'aéroport de Kong, une fois les travaux achevés, sera un maillon essentiel pour la défense nationale et pour les missions de maintien de paix. Il est important que nous puissions avoir un aéroport de dessert pour pouvoir alimenter sur un plan logistique tous ces groupements tactiques interarmes que nous créons dans ces différents endroits. Donc l'aéroport de Kong viendra à point nommé pour essayer de régler ce souci que nous avons actuellement. C'est en avril 2023 que l'aéroport de Kong sera officiellement livré. En attendant, les travaux vont bon train. Les travaux vont bon train, le monde continue de tourner, mais ne perdons pas de vue le coronavirus qui, lui, malmène toujours la planète. Et depuis environ 3 ans, 612 millions de personnes en ont fait les frais à travers le monde. 612 millions de malades pour 6,53 millions de morts, rien qu'en 3 ans. Ici en Côte d'Ivoire, les autorités de santé ont recensé 87 019 cas au total, y compris les 10 nouvelles contaminations enregistrées hier samedi. Des morts, on en compte également. Malheureusement, il y en a même jusqu'à 822 décès liés au Covid depuis mars 2020, date du début de la pandémie en Côte d'Ivoire. Koenyepa Pascal est le tout nouveau responsable régional San Pedro de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Koenyepa Pascal est chef de canton central et membre du directoire depuis à peu près 8 ans. Son intronisation s'est faite hier samedi en présence de nombreux rois et chefs traditionnels et de Sam Conan, notre dynamique JRI, correspondant RTI à San Pedro. Nommé membre du directoire de la Chambre des rois et chefs traditionnels des Côtes d'Ivoire depuis 1994, Koenyepa Pascal vient d'être intronisé chef du canton central de San Pedro. L'intronisation a été faite par le chef Zobré Digbe, venu de la Nawa au nom du président de la Chambre, Nana Amontanoé, en présence des têtes couronnées et des élus et cadres de la région. Désormais, on sait à San Pedro qu'il y a un chef, c'est Koenyepa Pascal. Maintenant, la Chambre doit travailler. Et nous, les élus, nous sommes là pour aider. Nous disons merci au chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara, pour avoir doté chaque région
de cette institution qu'est donc la Chambre des rois et chefs traditionnels. Ça participe de la cohésion, ça participe donc vraiment de la paix dans toutes les régions. Le sénateur Edouard Keyi, représentant la marraine Anne Désiré Ouloto, tout en prodiguant des conseils aux chefs des cantons intronisés, a appelé les populations à la paix et à la cohésion. L'intronisation finie, j'ai tenu à saluer d'abord les mérites de l'homme, à saluer l'invitation qui a été faite à Madame le ministre, mais surtout à inviter mes parents à demeurer dans la dynamique de développement. Parce que ces outils que l'État met en place, l'objectif à terme, c'est de garantir la paix afin de propulser le développement de notre pays. Les danses du terroir, boulot super et clé et la sortie du masque gourmène ont donné un cachet particulier à cette cérémonie qui a eu lieu dans le village de Diboué, dans la commune de San Pedro. On rentre à Abidjan. On va jouer un peu au foot. Le tournoi Eric Doigt de Yopougon Petit Toit Rouge a pris fin hier samedi. Adama Diawara, qui a assisté à la grande finale de cette 6e édition, en était le parrain. Occasion donc pour lui d'exhorter cette belle jeunesse à l'union et surtout à la préservation de la paix. Khalil Diomandé et Franck Quadio nous en disent plus. Apothéose de la 6e édition du tournoi Eric Doigt de Yopougon Petit Toit Rouge et le coup d'envoi de la finale est donné par le ministre Adama Diawara, parrain. C'est finalement au tir au but que les deux équipes vont se départager. Le FC Férial s'impose 2-0 et rafle le trophée. Avec un grand plaisir, une grande joie que nous venons de remporter ce trophée. Nous remercions le ministre Diawara de ce qu'il fait pour la jeunesse. Je suis très fier d'être meilleur joueur de cette compétition. Je me suis bien amusé pendant ce tournoi. Merci au ministre Adama Diawara. Avoir le ministre Diawara à nos côtés, ça nous donne du plaisir et de l'espoir. Nous pouvons rassurer le ministre qu'ici il y a la paix et qu'à chaque fois qu'il viendra ici, il constatera que tout se passe bien. Le ministre Adama Diawara dit, à travers le parrainage de ce tournoi estival, vouloir faire du vivre ensemble et de la paix les valeurs partagées par les jeunes de Yopougon. J'ai accepté de parrainer ces tournois-là simplement parce que le football est un puissant facteur de cohésion sociale. Il y a eu un esprit de fair play qui a prévalu durant toute la rencontre et je suis heureux de constater cela. C'est un message de paix, de cohésion sociale, de vivre ensemble. En tant que ministre du secteur éducation-formation, j'ajouterai donc que les vacances sont terminées. Maintenant, place aux études. Le vainqueur de la compétition repartit avec une enveloppe d'1 300 000 francs CFA et des jeux de maillot. L'équipe finaliste a également été gratifiée du jeu de maillot et de la somme de 700 000 francs CFA. Et il y a encore du foot dans ce journal. La 10e journée de Maracana Interforum Facebook Jomif vient de se terminer. Cette édition 2022 qui a eu pour cadre l'université Félix Houphouët-Boigny a été dédiée à la cohésion et à la fraternité. C'est ce que nous dit Walter Amadou Ouattara. L'esplanade des terrains de sport de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody abrite la journée de Maracana Interforum Facebook Jomif qui est à sa 10e édition. Défilé, match de football, évaluation en autographe et exposition vente sont au programme de la journée. Cette année, le Burkina Faso et la Guinée sont à l'honneur. Pour Sako Kissinger, président de ce forum, la présente édition est dédiée à la réconciliation et à la paix. Au-delà des divergences connues sur les réseaux sociaux, il est important de jouer la carte de l'apaisement, a-t-il ajouté. D'où l'incitation à une bonne utilisation des réseaux sociaux. Une chose est d'utiliser les réseaux sociaux, une autre est de bien l'utiliser de sorte à ce que nous puissions tisser des liens d'amitié, de fraternité et qu'il y ait une intégration. Un concours de dictée dénommé Jomif Crack constitue la grande innovation. Ce concours bénéficie de l'appui du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation ainsi que du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
Les 3 premiers de ce concours repartiront avec des ordinateurs portables. On va à présent ranger les maillots, les ballons, les crampons. Fini le sport, on part à Jacquesville. On y va pour assister à un atelier de réflexion, un atelier sur la 27e édition du Festival national Vacances Culture, initié par le ministère de la Culture. Une rencontre pour établir l'état des lieux, ensuite faire le bilan et envisager des perspectives de cet événement d'envergure. Patricia Omoetia. Les participants ont planché sur les nouvelles perspectives organisationnelles pour ce festival qui rassemble pendant les vacances scolaires des groupes et jeunes artistes autour de compétitions de théâtre, slam, mode et stylisme, littérature, danse traditionnelle. Les résultats de ce rendez-vous de Jacquesville devraient permettre de présenter un festival renouvelé et illustré à travers une réforme structurelle fondamentale pour notamment résorber et résoudre le problème du chômage des jeunes. La 27e édition de Vacances Culture a été voulue par Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie dans un format spécial à l'effet de permettre aux participants, aux experts, de réfléchir sur les engagements réels du ministère de la Culture et de la Francophonie tels que portés par le projet Vacances Culture et d'en sortir le format d'un festival assez structurant qui permette l'expression de nos diversités culturelles et patrimoniales et qui puisse confirmer les révélations qui sont identifiées dans nos différentes directions régionales de la culture et de la francophonie. Selon les organisateurs, l'édition passée du Festival national Vacances Culture a regroupé 600 festivaliers de 37 régions de la Côte d'Ivoire. Pour les prochaines éditions, les perspectives sont d'augmenter les disciplines à 11 au lieu de 8 afin de renforcer l'intégration interrégionale et de consolider la paix et la cohésion sociale. Un reportage de Patricia Omoetia, Vao Richard et Ariel Ago. Je vous le disais en titre, au Sénégal, un nouveau gouvernement a été formé hier samedi dans la soirée après la nomination du nouveau Premier ministre Amadou Ba. Il compte 38 ministres au total, dont 8 femmes et 8 jeunes. Une équipe présentée comme un gouvernement de combat avec une continuité et des surprises. Ce nouveau gouvernement prend forme alors que l'opposition a largement gagné du terrain lors des derniers scrutins et avant la prochaine échéance électorale, la présidentielle prévue en 2024. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi cette campagne de sensibilisation de la Fondation Rava, fondation qui lutte au quotidien contre certains mauvais comportements des élèves. La Fondation Rava axe sa stratégie sur la promotion des valeurs africaines. C'est ce qui, selon elle, pourra amener la jeunesse à prendre conscience de l'importance d'une meilleure éducation. Walter Amado Ouattara, Ibrahim Sissé. Apprendre le respect, l'amour du prochain, la cohésion et la solidarité, voici entre autres objectifs fixés par la Fondation Rava, Retour aux valeurs africaines. C'est la commune de Port-Boué, précisément le quartier Gonzague-Ville, qui accueille le lancement des activités de la Fondation Rava. Pour Alès Yao, président de cette fondation, il faut inculquer les valeurs africaines aux enfants depuis le bas âge. Une toute petite jeunesse mineure qui s'intéresse déjà à nos cultures africaines. Je pense que ça féliciter et s'encourager. Aujourd'hui, le Rava est né pour accompagner l'État dans ses tâches. Bientôt, nous allons parcourir les hameaux, sensibiliser, éduquer, enseigner nos valeurs africaines. Des kits scolaires distribués aux enfants à l'occasion de la rentrée scolaire. Cette journée a également servi de cadre à l'installation du président de la Fondation Rava, section Port-Boué. Les vacances scolaires, c'est bien fini. Voilà déjà une semaine que les élèves ont repris le chemin de l'école. Et pour cette rentrée des classes, l'école du village d'Angovia vient d'être équipée en table-banc par une société minière installée sur place. Un soulagement pour les responsables de l'établissement et pour les élèves eux-mêmes. C'est ce que nous dit Jean-Marc Djadji. Table-banc, 10 tables rondes et 20 chaises aux écoles d'Angovia, d'Akakro et de Kwakunyanou dans la sous-préfecture de Begbessou. Une pompe hydraulique à Angovia, également réhabilitée par ses soins. Des actions d'une entreprise minière opérant dans la localité.
qui vise à améliorer les conditions de travail des enseignants, des élèves et des populations impactées par son projet aurifère. Aujourd'hui, les efforts sont mis au niveau des écoles. Mais le gros défi vraiment qui s'impose à nous, c'est comment élargir ça, comment maintenir vraiment nos différents villages très propres. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Bois-Flé-Nord, la chefferie d'Angovia et le sous-préfet de Begbessou ont chacun rendu hommage et remercié le donateur pour sa contribution sociale. On a vu des enfants s'asseoir parfois à 3, parfois à 4, par manque de table banc. C'est vraiment un très beau cadeau qu'on vient de nous offrir pour la rentrée scolaire. Je demanderai aux enseignants et aux parents d'en faire bon usage. À 2 reprises, ils ont organisé le Top Écolo. Le Top Écolo, c'est un concours de la meilleure école. Et ça a permis d'améliorer le cadre de nos établissements. En retour, ce que nous attendons, c'est que les enseignants, les élèves fassent un effort également pour continuer de jouer leur contribution pour la réussite de nos élèves. Cette entreprise minière australienne, implantée à Angovia, a démarré sa production commerciale depuis le 10 mars 2021. Plusieurs actions sociales sont menées en attendant la mise en place d'un comité de développement local. Voilà qui nous conduit au magazine du dimanche, votre magazine que vous aimez tant. Aujourd'hui, nous allons évoquer les innovations au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Notre invité nous a rejoint en plateau et il est confortablement installé. N'est-ce pas, M. Kseni Kwaku? Merci, je pense que nous sommes effectivement installés. Bien installés, merci, bienvenue à vous. Suivons ensemble cet élément vidéo, puis on se retrouve pour discuter. Ce sont environ 400 000 personnes de 14 à 35 ans qui sont concernées par l'école de la deuxième chance. Démarrée en 2021, la phase pilote du projet a porté sur 6 500 jeunes, dont la majorité est déjà en situation de travail. Ce résultat positif a convaincu le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, ainsi que ses partenaires de la viabilité de l'école de la deuxième chance. Nous sommes en train de l'expérimenter aujourd'hui avec le projet des jeunes de la grande distribution. Quel résultat déjà après cette première expérimentation? C'est déjà la qualité de la formation. Et le fait que les enfants, les jeunes qui participent à ce programme vont sortir avec des certifications professionnelles qui ont été obtenues en collaboration avec le secteur productif. Les experts français dont l'expérience a inspiré la Côte d'Ivoire ont salué le chemin déjà parcouru en si peu de temps. Quand nous sommes arrivés ici il y a 5 jours, on pensait gravir une colline et en fait on a gravi une montagne. On a fait un travail énorme. Aujourd'hui, on voit que tous les acteurs se sont engagés. On va devoir mobiliser les bailleurs de fonds et les financeurs pour pouvoir engager cette formation. Mais le chemin est bien parti et on sera là pour, bien sûr, suivre ce projet. Le ministre Kofi N'Guessan, qui pilote le projet, pense que l'école de la deuxième chance peut être une solution durable au problème de l'employabilité des jeunes, qui lui-même s'explique par l'inadéquation entre la formation et les besoins des entreprises. C'est un programme qui concerne près de 3 à 6 millions de jeunes de notre pays qui sont soit diplômés sans emploi, soit déscolarisés. Former ces jeunes au métier et leur faciliter l'insertion professionnelle. Il n'y a plus de petits métiers, mais à des métiers dans des secteurs porteurs pour lesquels les entreprises demandent des personnes qualifiées. Notre ambition aujourd'hui, c'est de mettre tout ce cadre réglementaire en place et de former le maximum possible de jeunes. L'école de la deuxième chance fait partie du programme social du gouvernement PS-Gouv. Elle est financée par le C2D, le contrat de désendettement et de développement. Merci à vous, Victorine Yao Oyoboué. Merci pour ce reportage. Alors, Monsieur Seni, vous êtes inspecteur général, coordonnateur général au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. C'est bien ça. D'entrée de jeu, dites-nous, qu'est-ce que l'enseignement professionnel? À quel moment on parle de l'enseignement technique et à quel moment on parle d'apprentissage? Merci beaucoup, Monsieur Diaby. Avant même de spécifier ce qu'est enseignement technique et formation professionnelle, permettez que je résume un peu
nos missions. D'abord, l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage, sachez que cela constitue une composante du dispositif national d'éducation-formation. Et notre mission, c'est d'assurer des formations et des enseignements pour répondre aux besoins en compétences des entreprises, mais aussi pour assurer la formation pour répondre aux besoins sociaux. Ceci étant, quand parle-t-on d'enseignement technique et quand peut-on parler de formation professionnelle? L'enseignement technique, c'est l'enseignement qui va déboucher sur des baccalauréats, qui vont ouvrir la porte à des formations post-baccalauréat. Ça peut être des formations d'enseignement supérieur court, mais ça peut être aussi des formations d'enseignement supérieur long. Lorsqu'on fait par exemple le baccalauréat E, généralement on est destiné à des formations d'ingénieurs. Quand on va faire le baccalauréat F, on va faire des formations pour devenir technicien supérieur, mais les meilleurs F aussi peuvent faire des formations d'ingénieurs, voire des doctorats. F ou G, c'est des bacs techniques. Des baccalauréats techniciens plutôt, les F et G, alors que les E et les B sont les baccalauréats techniques qui permettent de faire des études longues. Ça, c'est l'enseignement technique. La formation professionnelle, c'est toutes ces formations qui vont préparer les apprenants directement au métier. On pourrait déboucher sur un certificat d'aptitude professionnelle, un CAP. On pourrait déboucher sur un brevet de technicien, un brevet d'études professionnelles, BEP, ou un brevet professionnel qui est le diplôme des professionnels. Tout ça, ce sont des diplômes de formation professionnelle. Bien que les meilleurs parmi ces professionnels peuvent évoluer également dans des suites post-baccalauréat. L'apprentissage, qu'est-ce que c'est? L'apprentissage, c'est un mode de formation que nous mettons en place en alternance avec le secteur productif pour que l'apprenant à ce niveau-là, il devient un apprenti. On va lui donner quelques formations théoriques, technologiques à l'école, mais l'essentiel de sa formation va se faire au sein de l'entreprise, auprès d'un tuteur, auprès d'un maître. Sur le terrain, donc. Au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, c'est quoi vos objectifs aujourd'hui? Qu'est-ce que vous recherchez? On va dire, quelle est votre vision en ce moment? Notre vision, je préfère parler de vision de monsieur le ministre parce que c'est sa vision que nous partageons tous. Et le ministre Kofi N'Guessan, dès sa prise de fonction, a décliné clairement sa vision qui est de repenser, revaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage pour soutenir le développement socio-économique et contribuer à l'émergence rapide de la Côte d'Ivoire. Et c'est cette vision qu'il a déclinée en 2 programmes. 2 projets, donc, il s'agit de l'école de la deuxième chance, il y a aussi l'Académie des talents. C'est ça. D'accord. C'est quoi l'école de la deuxième chance? On en a parlé tout à l'heure avec Victorine Yao, mais dites-le-nous. L'école de la deuxième chance, c'est cette école qui va s'adresser à ces milliers de jeunes sortis prématurément du dispositif d'éducation-formation sans qualification. Ou même des gens qui ne sont peut-être pas sortis prématurément, qui ont eu un diplôme, mais leur diplôme ne leur permet pas de s'insérer dans le tissu social. Donc l'école de la deuxième chance va nous permettre de leur donner des compétences en vue d'une insertion dans le milieu économique. Alors, cette école de la deuxième chance, comme vous l'avez suivi tout à l'heure dans le reportage, nous sommes en train véritablement de la dessiner. Nous étions à Jacquesville il y a une semaine, du 6 au 10, pour vraiment définir tous les mécanismes qui vont encadrer cette école. Cette école, la deuxième chance, ceux qui vont le faire, ils vont avoir une certification, un certificat d'aptitude, un certificat de qualification professionnelle, un CQP. D'accord. Et l'Académie des talents? L'Académie des talents. Là, c'est le programme qui a pour objet de restructurer le dispositif de formation existant. Nous avons des établissements qui existent. Certains sont devenus vieillissants.
Certains ont été détruits par les crises que la Côte d'Ivoire a connues. Donc le matériel de formation même ne répond plus. Alors l'Académie des talents a pour objectif de restructurer ce dispositif-là, afin d'améliorer la qualité des formations, afin d'accroître les capacités d'accueil, afin aussi d'épouser le territoire national. D'accord. C'est bon de réhabiliter, rendre beau avec la nouvelle peinture et tout ça, le matériel. Mais au niveau même des curricula, la formation, qu'est-ce qui est fait pour qu'elle soit améliorée, pour que nos apprenants aient des débouchés sûrs? Avant même de parler des curricula, quand j'ai parlé de rénover, il y a la réhabilitation des infrastructures, mais il y a la rénovation des plateaux techniques. Et quand on a fait ça, effectivement, si nous laissons les curricula en état, nous ne pourrons pas avoir de la qualité. Donc, nous allons aussi réviser les curricula des formations selon l'approche par les compétences. Mais la réforme prévoit que nous mettions en place des structures dédiées à l'élaboration de ces curricula. Parce qu'un enseignant, son rôle, ce n'est pas de développer les programmes. Un inspecteur, s'il n'a pas été formé pour, son rôle, ce n'est pas de développer des programmes. Donc, nous sommes en train de former un certain nombre de personnes à cette mission-là. D'accord. Quel est le taux d'insertion? Le taux d'insertion, actuellement, il est estimé autour de 30-32%. C'est très faible. Et vous êtes conscient que c'est très faible? C'est faible. Ça veut dire qu'on a formé pendant longtemps nos enfants et voilà, ils n'arrivent pas à être insérés. Justement. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle nous, depuis 2009, nous avons signé le partenariat avec le secteur privé productif, partenariat école-entreprise. Parce que si nous formons et que ce que nous formons n'arrive pas à s'insérer, c'est qu'ils ne correspondent pas aux besoins en compétences des entreprises. Vous vous en êtes rendu compte maintenant? On s'est rendu compte il y a quelques temps, même si on n'a pas encore pu trouver toutes les solutions. Mais j'ai dit que c'est pour cela que nous avons signé ce partenariat école-entreprise, pour que désormais, quand nous allons élaborer nos programmes, nous n'élaborons pas entre les quatre murs, mais on le fait avec le secteur privé productif pour que ça corresponde à leurs besoins. Quel est le taux de satisfaction des employeurs, des utilisateurs de ce que vous formez? Mais le taux je n'ai pas le chiffre exact, mais ça ne sera pas loin du taux d'insertion. Ouais. S'ils ne sont pas satisfaits, c'est bien pour ça qu'ils n'en veulent pas. Voilà. Qu'ils n'en veulent pas. D'accord. Les employeurs n'ont donc pas confiance dans vos diplômés. On peut dire cela? Le dit, je ne pense pas qu'il faut dire comme ça. D'accord. C'est vrai qu'ils ne sont pas satisfaits de tous nos formés, mais nous formons dans plusieurs spécialités. Dans plusieurs spécialités. Et il y a des spécialités qui donnent satisfaction. D'accord. Et vos diplômes, vous les avez cités tout à l'heure, il y a le CAP. Le BT, le brevet professionnel, nous avons le bac technique. Le CAP, c'est le niveau 5e, et ça va changer de dénomination l'an prochain, je crois. Non, le CAP ne va pas changer de dénomination, mais nous allons réformer le CAP. D'accord. Aujourd'hui, pour faire le CAP, on est recruté à partir de la classe de 5e. Et on fait 3 années d'études pour passer le CAP. À partir de l'année prochaine, non seulement nous allons réduire la durée de formation en CAP à 2 ans. À 2 ans. On va passer à un niveau 4e. C'est les élèves de niveau 4e qui vont passer le concours. D'accord. Mais mieux. Ça vous fait gagner un peu d'argent? Bon, dépenser dans la formation. On va dépenser un peu moins. Mais en fait, dans le passé, le CAP se faisait en 2 ans. En 2 ans, au début des années 90. Que c'est passé à 3 ans. Il y a eu tellement de grèves qu'on n'arrivait pas à terminer nos programmes de formation. C'est pour cela qu'on est passé à 3 ans. Nous allons revenir aux 2 ans, mais mieux, à partir de la classe de CM2, nous allons prendre des jeunes gens en prépa CAP. Il y a le BT aussi, qui est niveau 3e, avec le BEP, bien sûr. Oui. Mais le BEP qui est en train de passer aux oubliettes un petit peu, le brevet d'études professionnelles. Oui, c'est en train de mourir. Oui, le brevet d'études professionnelles est en train de mourir de sa bonne mort parce qu'il ne correspond plus aux besoins des entreprises. Et donc, ils ne sont plus demandeurs. Cette année même, je ne pense pas qu'on ait plus de 7 candidats au BEP. On va revenir à votre vision, à la matérialisation de votre vision. Il est aussi question d'une nouvelle loi de l'orientation, un projet qui a été validé par les 2 chambres du Parlement. Reste maintenant la promulgation. Dites-nous un peu plus. Oui, effectivement, il y a une loi d'orientation. Parce qu'il y avait la loi de 1995.
modifié par la loi de 2015 qui encadre tout le dispositif de formation, enseignement général, enseignement technique et professionnel, enseignement supérieur. Mais nous avons estimé que cette loi-là ne prend pas suffisamment en compte les innovations que nous voulons faire. Tout à l'heure, je vous parlais du partenariat école-entreprise. Nous avons également institué une nouvelle gouvernance de nos établissements. C'est toutes ces innovations-là que la nouvelle loi qui vient d'être votée va encadrer. Et comme la loi donne les grands principes, les projets de textes qui vont encadrer le partenariat école-entreprise, l'institution d'une nouvelle gouvernance, l'assainissement des établissements privés. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'apprentissage. C'est tout ça que la loi vient organiser. Et il est aussi question d'une bourse de mobilité. Oui, ça c'est aussi une des innovations de M. le ministre. Pour la première fois, notre direction des bourses, en plus de l'orientation et des bourses, a un aspect mobilité. Cet aspect mobilité pour permettre à nos formateurs de pouvoir aller se frotter à d'autres expériences dans d'autres pays, pour permettre même à nos apprenants de pouvoir aller avoir d'autres expériences. Pas plus tard que pendant ces vacances, nous avons envoyé une centaine de nos apprenants, issus du lycée professionnel hôtelier de la Riviera, issus de Mohamed VI, issus de l'école de pâtisserie boulangerie de Yamoussoukro au Ghana, en immersion en anglais pendant ces vacances. Et tout ça, c'est la bourse de la mobilité qui permet ce genre d'action. D'accord. On a l'habitude d'assister à des visions de ministres qui se succèdent à la tête d'un nouveau département. Des visions. Qu'est-ce qui rend la vôtre, celle-ci, meilleure à tous les autres qui sont passés? Non, ce qui fait que je suis convaincu qu'avec le ministre Nguessan Kofi, nous sommes sur la bonne voie. Vous voyez, quand nous parlons de l'école de deuxième chance, c'est pragmatique. S'il s'agit d'assurer des formations qualifiantes de courte durée à visée d'insertion, j'ai parlé des milliers de jeunes gens qui sont sortis prématurément de l'école, qui ont besoin de qualifications, mais il n'y a que cette formation qui vont durer 4 mois, 5 mois, 6 mois et qui vont permettre aux gens d'entrer sur le marché de l'emploi. Et nous le faisons pas seulement entre nous à l'école, mais avec le secteur productif. Je vous donne le premier exemple qui est sorti là, la formation des agents de la grande distribution. Ce projet a été monté avec les entreprises du secteur. Et donc, ceux qui sortent, ils sont immédiatement utilisés par les entreprises du secteur. Et nous pensons que cette vision-là peut nous emmener loin. Alors, si je prends l'aspect académique des talents, passer ne serait-ce que devant le lycée technique, même sans entrer, vous allez vous rendre compte que quelque chose est en train de se faire. D'accord. Alors, vous prenez une rupture avec le passé? Bien sûr. Le passé. Qu'est-ce qui était mauvais dans le passé? On va terminer sur cela. Il y a beaucoup de choses. Allez-y rapidement. Parce que vous avez 25 ans de présence à ce ministère. 35 ans. 35 ans. Quand j'ai commencé à enseigner, 25 ans à l'inspection générale. D'accord. Donc, qu'est-ce qui était mauvais sous les autres dans le passé que vous voulez changer maintenant? Bon, d'abord au plan institutionnel. Nous avons été souvent ballottés à gauche et à droite. C'est vrai, vous avez été secrétaire d'État, vous avez été secrétariat d'État, vous aviez eu un moment un pied dans le ministère de l'Éducation nationale. Des fois, on va totalement. Des fois, on va à part morceau. Moi, en 2002, j'étais inspecteur général de l'Éducation nationale avec l'enseignement technique, quand la formation professionnelle et la jeunesse constituaient un autre ministère. Et j'avoue que cette instabilité institutionnelle nous a été préjudiciable. Deuxièmement, il y a le fait que l'enseignement technique et la formation professionnelle coûte cher. Donc, à un moment donné, l'investissement s'est arrêté. Après, par exemple, le lycée de Grand Laou et le lycée d'Aoukro en 1997, c'est tout récemment qu'on vient d'avoir Mohamed VI et qu'on commence à construire. Mohamed VI, c'est à Yopougon. À Yopougon. Au quartier Siporex. Donc, il n'y a plus eu d'investissement dans le domaine. À partir de ce moment-là, ça constitue une faiblesse. Et puis, quand ce matériel tombe en panne, vous voyez, on a des établissements qui avaient des budgets de l'ordre de 100 millions dans les années 2000. Et au moment où tout coûte cher, ces établissements, leur budget devient 12 millions, 20 millions. Mais quand on investit 3 milliards dans un établissement pour mettre des équipements de formation
et que le budget de l'établissement ne vaut pas 20 millions, on a quoi pour entretenir? Mais tout ça, c'est réglé aujourd'hui avec votre nouvelle vision, avec votre nouveau ministre? Non, je ne dis pas que c'est réglé, mais nous sommes en bonne voie. D'accord, vous êtes en train de rompre avec le passé. Voilà, nous sommes en train de rompre avec le passé, avec le ministre Kofi Ngessa. Merci beaucoup. Monsieur Seni Kwaku, Victor Seni Kwaku, inspecteur général, coordonnateur général au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Vous êtes venu nous parler des grands chantiers engagés dans votre département pour offrir aux apprenants plus de chances d'être insérés après leur formation. Merci encore de votre sollicitude et puis revenez nous voir quand vous le voulez. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci de votre grande confiance. Je serai de retour chez vous jeudi à 13h si vous le voulez bien. Bonne journée sur la chaîne qui rassemble.